Bonjour à tous. On va commencer la démo. Est-ce que vous m'entendez bien? Confirmation, s'il vous plaît, très important. Oui. Parfait. Donc, on va commencer notre dernière démo d'aujourd'hui, la dernière démo de la session. Euh, ça va être la dernière fois qu'on va se rencontrer. Désolé, j'ai pas pu être là en personne, mais on va essayer de faire rendre ça dynamique, même si c'est sur Zoom. Donc, premièrement, je vous annonce, le Maroc, il est passé en quart de finale de la Coupe du Monde. So, on va tous fêter pour ça, mais après la fin de la démo. Donc, bien sûr, elle sera enregistrée. Et puis, aujourd'hui, on va parler du multi-trading. Et on va regarder quelques petits algorithmes de tri ensemble à la fin. On va explorer ça ressemble à quoi et comment ils fonctionnent là, étape par étape, ces algorithmes de tri-là. Je ne vais pas toutes les voir en démonstration parce que ça prendrait juste beaucoup trop de temps, mais on va regarder trois. Je pense qu'on en a trois de faits ici. Ça va pas être lent. C'est ça, on va en regarder trois. Ça va être Selection Sort, Insertion Sort et Bubble Sort. Donc, on va commencer par le multitrading. Donc, premièrement, ici, on nous demande, dans cette partie-là, de calculer l'approximation de pi avec 600 millions de termes suivant la formule suivante. Donc, pi, en fait, c'est égal à 4 sur 1, moins 4 sur 3, plus 4 sur 5, moins 4 sur 7, plus 4 sur 9, moins 4 sur 11, etc. Donc, on remarque ici que cette formule-là qui permet d'approximer pi d'une manière assez quand même précise, ce n'est pas la meilleure formule là, qui existe, mais qui est quand même assez bonne. Et puis, on remarque que c'est toujours 4, soit un terme positif ou un terme négatif sur en fait la suite des nombres impairs. Donc 1, 3, 5, 7, 9, 11. Donc ça, c'est la formule pour calculer pi, pour approximer la valeur de pi. Donc on va faire ça. Il faut créer une classe ComputePy qui va nous permettre d'approximer la valeur de pi. Cette classe possède trois attributs. Parfait, on va commencer déjà par créer la classe ici. ComputePy. Parfait. Je vais zoomer un peu pour qu'on puisse tous bien voir. Et elle va contenir trois attributs. Donc, le premier attribut, c'est from. Ici, j'ai fait une erreur, je vais la modifier, c'est to, c'est pas from. Donc, from et to, qui est le terme de départ et le terme de fin pour le calcul. Donc, comme ici, on a dit qu'on va calculer avec 600 millions de termes, ça veut dire qu'on va calculer 4 sur 1, moins 4 sur 3, etc., etc. Mais en fait, à la fin, on va avoir plus 4 sur 6 millions, 600 millions. Donc, c'est ça les termes qu'on veut dire. Donc, on va avoir le terme from qui va être 0. En fait, on va commencer à partir de 0. Et puis, to qui va être le terme final qui va être 600 millions. On va faire ça. Donc, from. On va le mettre final parce qu'on sait que ça ne va jamais changer. Un final int from, private, final int to. Parfait. C'est quoi l'erreur? Maintenant, il n'a pas été initialisé encore. C'est pas grave. On va le faire dans le constructeur. Et puis, on va avoir un autre attribut, partial sum, qui va stocker l'approximation de pi qu'on a calculé. Parfait. Donc, private double partial sum, qui va stocker l'approximation de pi. Parfait. La classe ComputePy va avoir un constructeur qui prend le terme de départ et le terme de fin en paramètre. Parfait. Donc, public, ComputePy, int from, int to. Et ici, ça va l'initialiser. Donc, this.from est égal à from. Hop. This.to est égal à to. Parfait. On ne va pas encore initialiser partial sum. Pas pour l'instant. C'est bon, mettre ça de côté. Parfait. Le constructeur, on l'a fait. Créer une méthode compute qui va itérer du terme de départ au terme de fin. Il va calculer pi avec la formule suivante. Donc, on va le revoir, mais on va créer la méthode d'abord. Public. Je vais mettre mon clavier proche. Void. Calcul. On va faire. C'était quoi? C'était compute. Compute.
Et qu'est-ce qu'elle fait? Ben, on va créer une valeur pour pi, donc double pi est égal à 0, qu'on initialise à 0. Et on va faire pour i qui commence à from, i plus petit que tout, i plus plus, parfait. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Pi plus est égal, math.pow, moins 1. Ben, en fait, je vais le copier, je vais vous l'expliquer ici. Hop. On va remarquer ici que c'est vraiment l'implémentation de cette formule-là. C'est qu'on voit moins 1 à la i fois 4, donc ça va être toujours 4. Soit que ça va être, si i est pair, ça va être 1, donc ça va être positif. Si i est impair, ça va être moins 1. Donc, ça va toujours être soit plus 4 ou moins 4. Plus 4 ou moins 4 sur 2 fois i plus 1. Ben, vous vous rappelez, ben, en fait, vous avez vu ça en maths là. 2 fois i, 2 fois n plus 1, c'est un nombre impair. Donc, quand i est égal à 0, ben, on a 1. Quand i est égal à 1, on a 3. Quand i est égal à 2, on a 5. Et c'est ça qu'on voit ici. 1, 3, 5. Donc, on est juste en train de faire plus 4 sur 1, moins 4 sur 3, plus 4 sur 5, moins 4 sur 7, etc., etc., qu'on a ici dans la formule. Donc, ça, c'est pour calculer pi. Et en fait, à la fin, on va faire partial sum est égal à pi. On va juste affecter ça à partial sum. Et ce qu'on va faire, c'est nous donner un petit accesseur public. En fait, je vais faire rapidement get partial sum pour nous retourner la somme partielle. Donc, c'est ça qu'on a fait, créer une méthode compute qui va itérer du terme de départ au terme de fin, va calculer la pi avec la formule suivante. Cette ligne est l'implémentation de la formule présentée plus haut. À la fin de l'itération, la somme doit être affectée à partial sum. Parfait. Donc, dans un main, créer deux instances de la classe ComputePy. On va faire ça ici. On va créer une nouvelle classe. On va l'appeler main. On va zoomer un peu. Et on va créer notre méthode. Hop, excusez-moi. On va créer notre méthode main. Parfait. Et ici, on veut créer deux instances de ComputePy. On va faire Pi1. Et en fait, on a plus d'explications ici. Deux instances de la classe ComputePy. Pi1 qui calcule l'approximation de pi de 0 à 300 millions. Et Pi2 qui calcule l'approximation de pi de 300 millions à 600 millions. Parfait. Donc, new compute pi, compute pi, de 0 à 300. Donc, 300, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parfait. Hop, désolé. Et puis, compute pi, pi2 est égal à new compute pi de 300 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3, jusqu'à 600 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parfait. Excellent. On a fait ça. Créer deux instances de Runnable qui vont lancer la méthode compute de Pi1 et Pi2. Parfait, on va regarder ça. Donc, on va faire Runnable. On va l'appeler Runnable1 est égal. Et en fait, Runnable, juste pour vous montrer, ce n'est pas une classe, c'est une interface fonctionnelle. Runnable, il contient une méthode, c'est run. Et en fait, ce qu'on veut faire, nous, c'est redéfinir la méthode run de Runnable. Pourquoi? Parce que vous avez vu en théorie que pour qu'un thread s'exécute, il faut qu'il prenne en paramètre une instance de type Runnable, un objet de type Runnable, qui est une interface. Donc ici, on peut faire quelque chose comme ça, dire que Runnable, ben, ça fait juste dire pi1.compute. Ça, c'est notre premier runnable. Puis on a runnable, qu'on va faire runnable2 est égal à pi2.compute. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça? À comment j'ai déclaré une instance de l'interface runnable? M'écrivez pas au chat parce que je vois pas le chat. Donc, dites-le moi. Juste interrompez-moi, prenez la parole et posez-moi vos questions si jamais vous avez des questions. Donc, pour que ça soit exécuté dans un thread, on l'a vu en théorie, il faut que ça soit un objet de type runnable parce que les threads, ils prennent un runnable en paramètre. Parfait. Donc, créer deux instances de runnable qui vont lancer la méthode compute depuis 1 et P2. Donc, ce qu'on est en train de faire ici, on est en train de dire que on est en train en fait de redéfinir la méthode run de runnable pour lui dire la méthode run, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle appelle compute de pi1 qu'on a créé ici, de compute pi1, puis runnable2, il appelle compute de pi2. Parfait.
Créer deux threads qui vont exécuter les deux runables de façon parallèle et lancer les threads. N'oubliez pas d'attendre la fin des threads avec join. Parfait. Donc, on va créer des threads. Donc, thread T1 est égal à new thread. Et on va lui donner la première instance de runnable. Et on va créer un nouveau thread T2 est égal à new thread runnable 2 ici, qui a la deuxième instance de runnable. Et on va les lancer. Donc, T1.start, T2.start. On a lancé les threads. Donc, quand on va exécuter le programme, ces deux threads-là vont s'exécuter et vont faire leur calcul de manière parallèle. Donc, chaque thread va être affecté à un cœur du processeur et puis ils vont exécuter leurs deux codes de manière parallèle. Ça ne va pas exécuter d'abord T1 puis après T2. Ils vont exécuter les deux en même temps. Parfait. Ici, lancer les threads et puis il faut attendre qu'ils se terminent, bien sûr. On va attendre qu'ils se terminent avant de faire quoi que ce soit. On va faire T1.join qui attend la fin du thread, T2.join qui attend la fin du thread aussi. Il y a une exception qui doit être gérée ici, qui est une interrupt exception. Puis ici, on va imprimer le stack trace. Parfait. Quand les deux threads vont se terminer, qu'est-ce qu'on va faire? À la fin des threads, afficher la somme de pi. Donc, imprimer pi1.getPartialSum plus pi2.getPartialSum. Pourquoi? Parce que le premier pi1 calcule juste la moitié des termes, le deuxième calcule l'autre moitié. C'est comme si au lieu de faire un thread, donc sur un cœur du processeur, de calculer de 0 jusqu'à 600 millions, ben on le divise en deux. On dit un cœur va calculer de 0 jusqu'à 300 millions, l'autre cœur va calculer de 300 millions jusqu'à 600 millions. Comme ça, comme si on divisait la tâche en deux. Et puis, on peut exécuter ça et voir le résultat. Ça ne va pas être long. En fait, ça va être un tout petit peu lent parce que c'est beaucoup de termes à calculer. Vous allez voir dans quelques secondes. Donc, on voit ici que ça a bien calculé, approximé en fait la valeur de pi. Et je pense qu'ici, il a 7 chiffres significatifs, 7 ou 8 chiffres significatifs. Donc, c'est quand même une bonne approximation. Parfait. Donc, par rapport à ça, on avait des petites questions là qu'on voulait répondre par rapport à ça. Est-ce que c'est plus rapide avec deux threads ou avec un seul thread? Ben, en fait, c'est plus rapide avec deux threads parce qu'on divise le calcul en deux. Si, par exemple, ici, je vais vous montrer, on enlevait le deuxième thread puis qu'on le faisait seulement sur un seul thread, tac, tac, on va, tac. Et qu'ici, on calculait au lieu de jusqu'à 300 millions, on calculait jusqu'à 600 millions, vous allez remarquer que ça va être beaucoup plus lent. Ça va prendre beaucoup plus de temps à calculer. Pourquoi? Parce que au lieu de diviser le calcul en deux et que chaque cœur fait son calcul séparément, ils vont calculer chacun de 0 à 300, en fait 300 millions de termes, et puis à la fin, on fait juste faire la somme des deux termes. Ben, c'est beaucoup plus rapide que de calculer qu'un seul cœur fasse le calcul jusqu'à 600 millions de termes. Donc, vous remarquez là que ça prend plus de temps et que si jamais on revenait à deux threads en fait, hop, ici c'était 300. Si on revenait à deux threads, ici il fallait faire la somme, pi2.getPartialSum, ça va être plus rapide. Donc là, ça va sembler plus lent parce que je ne parle pas, tantôt j'étais en train de parler, mais je vous assure que c'est plus rapide avec deux threads qu'avec un seul thread. Donc, c'était plus rapide le calcul. C'est le même calcul au final, sauf que ça prend 2 fois moins de temps de le faire avec les deux threads ou qu'avec avec un thread. Donc, moi, c'est plus rapide. Pourquoi? Parce que j'ai un processeur 8 cœurs qui va pouvoir affecter à chaque cœur ce calcul-là. Si vous aviez un vieux Intel Pentium des années 2000, dégueulasse, ça risque d'être plus lent. Si c'est un processeur qui a un cœur et que vous lui donnez deux threads, ce qui va commencer à se faire, c'est qu'il va devoir switch d'un thread à l'autre
pour les exécuter sur le même cœur. Et ça va ralentir énormément le programme parce que ça prend du temps de switch d'un thread à l'autre. Parce qu'il va exécuter, quand il exécute T1 et T2, quand on les démarre ici avec T1.start, T2.start, ben là, T1 va effectuer sa première opération de calcul. Là, il switch à T2 qui effectue sa première opération de calcul, re-switch à T1, re-switch à T2, etc., etc., jusqu'à ce que c'est terminé. Et le temps de switch d'un thread à l'autre, ben ça prend du temps et ça va ralentir le programme. Et là, ça vient à la prochaine question qui dit, si on l'exécute sur 10 threads, est-ce que ça sera plus rapide? Est-ce que quelqu'un peut me répondre par rapport à ça? Et j'aimerais vraiment que quelqu'un réponde, s'il vous plaît. Je ne veux pas rester en silence pendant 5 minutes. Est-ce que quelqu'un pense que ça va être plus rapide ou plus lent avec 10 threads? Come on, guys. Je ne suis pas un prof de théorie, là. J'aimerais une réponse, s'il vous plaît. Hop. Plus rapide. En fait, non, ça va être moins rapide sur 10 threads. Pourquoi? Ben, ça dépend toujours de l'ordinateur. Si tu as un ordinateur super puissant là, qui a 80 cœurs de processeur, et oui, il pourra affecter pour chaque thread à chaque cœur, et puis ça sera beaucoup plus rapide. Mais pour un ordi normal qui a 4 cœurs, 6 cœurs, 8 cœurs, ça sera plus lent. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas affecter tous les threads à un cœur indépendant. Donc, il va devoir switch entre les threads. Ça veut dire que si, par exemple, on a 8 cœurs dans notre ordinateur et qu'on a 10 threads à exécuter, eh ben, les 8 cœurs vont être remplis de threads, chacun aura son propre thread, puis on aura 2 threads qui attendent. Et là, on va exécuter le premier thread, il va faire sa première opération, on switch avec un des threads qui attend, etc. Le deuxième thread, il switch encore et ils vont continuer à switch comme ça, l'un avec l'autre, pour qu'ils s'exécutent tous un à la fois. Et là, ça va ralentir le programme. Donc, avoir plus de threads, ça ne veut pas dire une exécution plus rapide. C'est pour ça qu'il faut toujours bien planifier quand on veut faire de la concurrence, quand on veut faire du multithreading. C'est qu'à un moment donné, rajouter tes threads, ça ne veut pas forcément dire plus de performance, mais ça peut même ralentir le programme, puisqu'on a juste trop de threads, plus de threads que nécessaire, et ça ralentit le programme. Donc, merci pour la réponse. Ça, c'était la première partie par rapport au thread. Et puis, on va passer à un autre exercice sur les threads. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça? Ah, en fait, avant de passer à l'autre exercice, il y avait aussi quelques petits détails que je voulais vous montrer là, ici, un peu sur la qualité du code. Mais est-ce qu'il y avait des questions? Je vais vous laisser 5 secondes. OK, pas de questions. Donc ici, vous voyez, on a créé une instance de Runnable. On a créé en fait 2 instances de Runnable où on dit que, en fait, quand on fait avec cette expression-là, on est juste en train de lui dire que, en fait, si on clique ici sur Runnable, on est en train de redéfinir la méthode run de Runnable, qui est la méthode, un peu comme une méthode main dans un programme. C'est ça que le thread va appeler, il va appeler run. Donc, c'est ça qu'on fait ici. On est en train de override la méthode run. Et c'est comme si ici on disait, par exemple, dans la méthode run, on est en train de dire run, c'est p1 point compute. Mais on l'écrit de cette manière-là. Il y a une manière plus efficace de l'écrire, en fait. Vous allez le voir ici. C'est qu'on peut directement, hop, laissez-moi l'effacer comme ça. On peut directement dire p1, deux points, compute. Donc ça, c'est la même chose, syntaxiquement, c'est similaire. Donc au lieu de créer vraiment un nouveau bloc et d'appeler pi2.compute entre parenthèses, on peut directement faire pi1, deux points, compute, et ça équivaut à la même chose. On l'avait vu ça quand on parlait des streams, au lieu d'appeler, de créer la variable, puis après ça, de faire des trucs sur les variables, on pouvait directement avec deux points, appeler l'opération qui va être exécutée dessus. Donc, syntaxiquement, c'est la même chose ici. On pourrait juste dire pi2, deux points, compute. Donc, ça, c'est syntaxiquement. Et aussi, si on veut sauver encore plus de lignes, on n'a pas besoin d'appeler, de créer d'instances de Runnable.
on pourrait directement ici dans notre thread, ici, faire P1 compute et P2 de point compute. Donc, puisque quand on a fait runnable, quand on créait runnable, puis on faisait par exemple R est égal à P1 de point compute, vous voyez que c'est la même chose. C'est juste qu'ici, on l'a affecté à R, après ça, on passe R en paramètre, alors que là, on fait juste le passer directement en paramètre. Donc ça, c'est des petits détails là, pour un peu la qualité du code. Là. Vous pouvez sauver des lignes, l'écrire comme ça. Ça vous fait paraître plus expert en Java quand vous l'écrivez comme ça, mais c'est équivalent, c'est exactement la même expression. D'accord? Est-ce que c'est bon pour ça? Et juste pour vous prouver que ça fonctionne toujours, hop, on va voir, ça va prendre un peu de temps. Donc, vous voyez que ça compute toujours, ça approximatise, ça fait une approximatisation de la valeur, une approximation de la valeur de pi. Parfait. Donc, on va passer au deuxième numéro sur le multithreading. Donc, on va créer la classe concurrence qui va incrémenter la valeur de x. Cette classe possède un attribut statique x initialisé à 0. Parfait. On fait ça ici, new class. Est-ce qu'il y a 2C dans concurrence? Non. Concurrence. Et ici, la classe concurrence, qu'est-ce qu'on lui a dit? Elle va avoir un attribut statique, donc private static int x qui est initialisé à 0. Parfait. La classe concurrence possède une méthode increment qui incrémente la valeur de x. OK, on va faire ça. Private static void increment qui fait juste faire x++. Elle incrémente la valeur de x. Parfait. Et dans le main, créer deux threads qui vont lancer la méthode increment, démarrer les threads et afficher la valeur de x par après. Parfait. Donc, on va créer un main ici directement. On va exécuter ce main-là. Et on va créer deux threads. On va créer thread T1 est égal à new thread. Et ici, on va appeler quoi? On va appeler concurrence.increment. Vous voyez ici. D'accord? Et ici, thread T2 est égal à new thread concurrence, increment. Donc, on a deux threads qui vont juste faire x++. Donc, si on fait T1.start, T2.start, et que ici, on affiche la valeur de x, qu'est-ce que vous pensez que ce sera le résultat? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire sur le chat, s'il vous plaît, quel sera le résultat après avoir exécuté cette ligne-là? Non, ça ne va pas bug. Ben, oui, on n'aura pas le résultat qu'on s'attend. Donc oui, ça va bugger entre guillemets. Mais, et oui, il y a des conflits qui rentrent, mais ça va quand même afficher un nombre. Donc oui, ça devrait afficher 2, mais non, le résultat, ça ne sera pas 2. Et en fait, vous allez voir ici, quand on va l'exécuter, ben, là, ça affiche 2. Mais si on le réexécute encore, ben, là, ça affiche 1. Si on le réexécute encore, là, ça affiche 1 encore. Là, ça affiche 1. Tac. Même, il y aura à un moment donné, ça va afficher 0 si on l'exécute plusieurs fois, parce que c'est ça avec le thread, c'est que c'est un peu random. Là, ça affiche 0, vous voyez. La première fois, ça nous a fait afficher 2. En passant, c'est très rare que ça affiche 2 comme ça. Donc, vous voyez, les résultats, c'est au hasard. Comment ça? On appelle deux threads que de chacun de leur côté va augmenter x, va faire x++. Donc, au final, on devrait avoir 2. C'est parce que quand on imprime la valeur de x, on n'attend pas que les threads terminent d'effectuer leur opération. On démarre le premier thread, on démarre le deuxième thread et on affiche la valeur de x. Mais quand on affiche ça, les threads, ça ne veut pas dire qu'ils ont terminé ce qu'ils sont supposés faire. Là, quand on fait thread.start, on n'a pas fait x++. On a juste commencé un thread qui va exécuter x++. Ici, on a commencé un autre thread qui va exécuter x++. Et ici, on affiche x directement. Donc, par exemple, dans le cas où ça affiche 1,
ça veut dire que le premier trade, il a eu le temps d'incrémenter X et de terminer, mais le deuxième trade, lui, il n'a pas encore eu le temps de faire son opération. Donc, ça nous a fait juste X. Quand ça nous a affiché 0, je ne sais pas s'il va le refaire parce que c'est assez random, là. Mais quand tantôt ça nous a affiché 0, c'est en fait, le premier trade n'a pas eu le temps de terminer, de faire X++, le deuxième n'a pas encore eu le temps de le faire, puis ça a directement affiché le résultat, ça a affiché 0. Et quand ça a affiché 2, ben, ça veut dire que les deux ont eu la possibilité de le faire et que quand on a fait print line, ils avaient terminé leur exécution. Mais là, vous allez remarquer, en fait, si on veut voir, si ici, on affiche plusieurs fois print X, vous allez voir que là, il va afficher par exemple 1, puis après ça, il affiche 2. Donc, à cette ligne-là, le deuxième thread n'a pas encore eu le temps de terminer son exécution, mais au prochain print line, le deuxième thread avait terminé, donc ça affiche 2. D'accord? Donc, comment on peut régler ce problème-là? C'est justement avec join. Join, ça permet de dire attends que les threads s'arrêtent avant d'exécuter la prochaine étape. Excusez-moi, join, ça doit être dans un try catch parce que ça lance un interrupt exception. Hop, ici, T1.join, puis ici catch, interrupt exception, e.printStackTrace. Donc là, T1.join, ça veut dire attends la fin de l'exécution, waits for this thread to terminate. T2 aussi attend la fin de l'exécution du thread numéro 2. Et là, après, quand les deux sont terminés, donc tant qu'ils ne sont pas terminés, on ne va pas exécuter printx. Et on pourrait le faire, par exemple, ici, on pourrait faire que ça incrémente, par exemple, i est égal à 0. En fait, on va faire une boucle int i est égal à 0, i plus petit que, on va dire, 200 000, 200 000, puis i plus plus. Là, je sais que ça ne fait pas de sens de l'écrire comme ça, mais juste pour la cause. Donc là, s'il y a plusieurs choses qui se font, s'il y a plusieurs itérations à faire, on doit attendre qu'ils le fassent 200 000 fois avant d'imprimer X. Et là, on va voir que ça va prendre un petit temps avant de... c'est beaucoup trop rapide, donc laissez-moi peut-être rajouter, on va faire 200, on va faire 600 millions par exemple. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, ça va prendre un petit temps avant de l'afficher. Bon. 1, 2, 3. Donc c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. 5. Bon, c'est trop rapide pour l'ordinateur, mais en tout cas, on attend que ça se termine avant d'afficher le résultat. Et vous voyez ici que le résultat, il n'est jamais le même. À chaque fois, ça change. Pourquoi? Puisqu'on effectue les mêmes opérations à chaque fois. Pourquoi c'est des résultats différents? Vous voyez ici? C'est toujours des résultats différents. Pourquoi ça? Comme Philippe l'avait dit, c'est que ça entre en conflit. C'est que quand on fait x++, par exemple, ici, x++, c'est la même chose de dire x plus est égal à 1, all right? Qui est la même chose que dire x est égal à x plus 1. Donc ici, il y a deux étapes. L'étape qui est de lire la valeur de x, en fait, trois étapes. Lire la valeur de x, augmenter, faire plus 1, ça ce qui est gardé en mémoire, et puis après ça, l'affecter à x. Mais là, dans les 600, c'est combien de fois là? 3, 3. Donc, dans les 60 millions de fois qu'on le répète, ça se peut que les deux threads, en même temps, ils lisent la même valeur pour x. Donc, en même temps, ils vont lire la valeur de x, qui serait égale à un nombre au hasard. Ils vont lire la valeur de x, et en même temps, ils vont l'incrémenter de 1, et en même temps, ils vont l'affecter à x. C'est-à-dire comme si on est en train de skip des étapes du calcul. C'est pour ça qu'on n'a jamais vraiment la bonne réponse. C'est qu'à chaque fois, il y a des threads qui s'exécutent en même temps, qui vont lire en même temps la valeur de x. Imaginez, on est rendu à 59 000. Au lieu que le premier thread fait 59 000 plus 1, donc 59 000 et 1, et que l'autre, il fait 59 000 et 1, il fait plus 1, ça devient 59 000 et 2. Les deux vont lire 59 000 en même temps,
les deux vont faire plus 1, donc ça va être 59 001, et les deux vont affecter 59 001 à x en même temps. Ce qui fait comme si on a sauté une étape de l'addition. Donc, et ça, c'est un point important du multitrading, c'est que c'est la concurrence, c'est que les trades, ils s'exécutent en même temps sur des cœurs différents. Ça veut dire que s'ils jouent avec les mêmes variables, si deux trades sont en train de modifier les mêmes variables, ben là, ça peut causer des problèmes. Et on le voit ici que on n'a jamais le même résultat pour l'addition. Ben, c'est parce que à chaque fois, et ça se répète plusieurs fois, là, ça ne se passe juste une fois. Plusieurs fois dans le calcul, il y a ce processus-là où ils vont lire X en même temps, l'additionner en même temps et l'appliquer en même temps, ce qui fait comme si on l'a lu juste une fois. Donc, ici, au final, on n'a jamais le même résultat pour X. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce point-là là, du multitrading? Et ça, c'est malgré le fait que on attend la fin du trade. On attend quand même la fin du trade avant de l'afficher. Mais ça fait en sorte que ils exécutent des étapes en même temps. Si on n'attendait pas la fin du trade, par exemple, alors vous allez voir, hop, vous voyez, c'est beaucoup plus random. Là, c'est 7000, là, c'est juste 95. Ça veut dire que le temps qu'on démarre le trade 1 et le trade 2 et qu'on affiche X, les trades ont juste eu le temps de faire X plus 1 95 fois. Ils n'ont pas encore continué. Et après l'avoir affiché, ça continue à exécuter. Les trades continuent à rouler. On pourrait en fait afficher print X plusieurs fois ici. Ils continuent à rouler. Tac. Vous voyez, ils continuent à faire leur addition jusqu'à la fin. Mais ils n'ont pas eu le temps de le faire les 60 millions de fois. C'est pour ça qu'on met des joins si on veut attendre le résultat final ici pour additionner, pour avoir le résultat final. Et toujours, deux trades qui jouent sur une même variable, ça, c'est une très mauvaise idée. Mauvaise idée de faire ça parce que les trades, ils s'exécutent en même temps. C'est pour ça que dans l'exemple de ComputePy, ben, on a créé deux instances de ComputePy qui vont indépendamment, puisque ces deux instances, deux objets de ComputePy, ils vont chacun avoir leur propre from, to et partial sub. Il n'y a pas un thread qui va venir rentrer en conflit avec l'autre ou exécuter une ligne en même temps que l'autre. Ils vont les faire chacun de manière indépendante. Et ici, au final, dans ComputePy, on avait une réponse exacte. Donc, ça prend un petit peu de temps. Mais au final, on a un résultat exact. Tac, donc vous voyez ici, 3.14, 15, 9. Je pense qu'il a 6 chiffres significatifs ou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il a 7 chiffres significatifs, je pense. Corrigez-moi si j'ai tort. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce point-là? Pour le lock et unlock. Pour le lock et unlock, je n'ai rien préparé par rapport à ça. Il faudrait que je révise un peu mes notions par rapport à ça. Si vous voulez, je pourrais vous faire un petit annexe là plus tard. Je vous mettrai une vidéo pour le lock et unlock si c'est un point important. Je vais le noter. Tac, tac, tac. Mais je n'avais pas préparé quoi que ce soit par rapport à ça. Tac, tac, tac. Donne-moi une petite seconde. Lock et unlock. Parfait. Je vais vous faire un annexe dessus, mais si on a le temps, je vais essayer de voir rapidement. T1.lock. Est-ce que c'était quelque chose, c'est une méthode du thread? Ou c'était une méthode... Lock. Je pourrais regarder ici. Hop, hop. Java thread lock. C'est une classe, je pense. Concurrency. Anyways, il faudra que je révise dessus, là, puis je vais vous faire un annexe, je vous explique ça. Donc, c'est une classe. Je n'ai rien préparé dessus, mais je vais vous faire un annexe dessus, ne vous inquiétez pas, si c'est un point important que vous voulez savoir. Parfait.
On va passer maintenant, attendre la fin des deux threads avant d'afficher la valeur de X. On a fait tout ça. Donc, ça, c'est correct. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce qu'on a vu? Non, pas de questions? Parfait. Donc, on va passer aux algorithmes de tri. On va regarder trois algorithmes ensemble. On va faire sorting ici. Et puis, j'avais déjà préparé un petit tableau. J'ai... Est-ce qu'il est notre tableau? Hop, on va zoomer. Hop, hop. Donc, on a un petit tableau, un petit tableau d'entier qu'on veut sort. Donne-moi une petite seconde, juste voir le chat. Parfait, il n'y a rien dans le chat. Hop. Et puis, on veut faire plusieurs algorithmes de sort. Et on va, en fait, les algorithmes sont déjà préparés. On va explorer ensemble comment ils fonctionnent. Donc, je vais copier le premier algorithme. Ça va être un selection sort. Et on va regarder ça avec la tablette. On va explorer étape par étape comment ça fonctionne. Hop. Donc, ici, on a un algorithme selection sort. On va créer un main pour l'exécuter. Main, selection sort. Parfait. Je suis en train d'exécuter la mauvaise affaire. Hop, on exécute ça ici. Parfait. Donc, vous voyez qu'on a un tableau ici, 64, 25, 12, 22, 11. Et puis, ici, on le sort et ça nous le donne en ordre. Selection sort, comment ça fonctionne? On va passer ici. Hop, hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran, ma tablette, en fait? Pour confirmer, s'il vous plaît. Parfait, excellent. Donc, selection sort, comment ça fonctionne? On va aller étape par étape. Où est-ce qu'il est? Parfait. Ici, je fais juste clone le tableau pour ne pas modifier le tableau lui-même, là, pour qu'on puisse le réutiliser pour d'autres algorithmes. Je fais juste le cloner pour le mettre dans Array. Donc, on a un tableau ici qui est pas encore trié. Et là, on veut le trier. Et selection sort, comment ça fonctionne? C'est qu'on a une boucle qui commence à 0 et qui va explorer le tableau jusqu'à l'avant-dernier élément du tableau. Donc, on a un i qui commence ici et qui a une limite jusqu'à l'avant-dernier élément du tableau. All right? Et puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on cherche l'élément minimum. En fait, selection sort, comment ça va fonctionner en fait? C'est qu'il va explorer le tableau, et il va chercher le plus petit élément, et le plus petit élément, il va le ramener au début. Il va le ramener au premier élément du tableau. Il va toujours faire ça du début jusqu'à la fin. On va y aller étape par étape. Et donc, on garde ici l'indice, vous voyez ici dans min, on garde l'indice de l'élément le plus petit. On dit que pour commencer, ben min, c'est égal à i. Donc, c'est égal à i. Ici, i est égal à 0. Donc, min est égal à 0. Qu'est-ce qu'on fait après? On a un j qui commence à i plus 1 et qui va jusqu'à la fin du tableau. Parfait. Donc, on a un j qui commence ici et qui a une limite jusqu'à la fin du tableau. Parfait. Qu'est-ce qu'il fait? On vérifie pour le j. Si l'élément j est plus petit que le plus petit élément enregistré du tableau, ben en fait, dit que l'élément minimum, ben c'est celui-là, le j. Parfait. Ben, est-ce que 25 est plus petit que 64? Oui. Donc, le plus petit élément maintenant, c'est plus 0, ben c'est 1. C'est ça qu'on a fait ici. Min est égal à j. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait après ici? On fait juste switch, on met dans le temporaire et on change la valeur entre les deux éléments. Parfait. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est changer la valeur entre 64 et 25. Parfait. 25, 64. Excellent. Qu'est-ce qui se passe après? Ben là, on retourne. En fait, excusez-moi. J'ai sauté une étape. Tac, 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 tac. Ça, c'est mauvais. Tac, tac, tac. On va revenir au début. On commence, on vérifie. Est-ce que la position J est plus l'élément à la position J est plus petit que l'élément minimum du tableau? Est-ce que 25 est plus petit que 64? Oui. Dans ce cas-là, on dit que le plus petit élément, c'est celui à la position J. Donc, le plus petit élément, c'est l'élément à la position 1. Parfait. Tac.
L'élément, c'est celui à le minimum, c'est celui à la position 1. Après ça, on incrémente dans le J. C'est ça que j'ai sauté, là, excusez-moi. On incrémente le J. J passe à la prochaine étape ici. Est-ce que 12 est plus petit que ce qu'il y a à la position 1? Est-ce que 12 est plus petit que 25? Oui. Donc, on va dire que le minimum maintenant, c'est ce qu'il y a à la position 2. Parfait. J, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va augmenter à la prochaine position. Parfait. Est-ce que 22 est plus petit que 12? Non. Donc, qu'est-ce qui se passe? On passe à la prochaine position. Est-ce que 11 est plus petit que l'élément qui est à la position 2? Est-ce qu'il est plus petit que 25? Oui. 0, 1, est-ce qu'il est plus petit que 12? Excusez-moi. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que le plus petit élément est l'élément 4. Parfait. Et l'élément à l'indice 4. Et là, maintenant qu'on a exploré tout le tableau pour trouver le plus petit élément, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste changer l'élément minimum avec l'élément i qui est 0. Donc, on change 11 avec 64. Donc, 11 avec 64. Hop. 11 et 64 ici. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, J revient au début ici. En fait, I incrémente d'une position et J commence à I plus 1. Donc, J commence là. Parfait. I, il a toujours la même limite qui est array.length moins 1. Parfait. Et J, il a toujours la même limite qui est à la fin du tableau. Et on refait la même étape. Est-ce que J est plus petit que le minimum? Minimum, il est 7 à I. Quand I augmente, il est reset à I. Donc, minimum, c'est 1. Est-ce que 12 est plus petit que l'élément qu'il y a dans 1? Est-ce que 12 est plus petit que 25? Oui. Donc, le minimum, ça va être 2, qui est la position. Vous vous rappelez? En fait, ça, c'est 1, 2, 3, 4, 0, excusez-moi. 0, hop, 0, 1, 2, 3, 4. Donc, maintenant, le minimum, c'est l'élément qu'il y a dans 2. Après ça, J augmente d'une position. Tac. Est-ce que 22 est plus petit que 12? Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la prochaine position. Est-ce que 64 est plus petit que 12? Non. Donc, on a terminé. J est arrivé à sa limite. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On fait le switch. On switch entre 12 et 25. Parfait. 12 et 25. 12, 25. Parfait. J a terminé. I augmente de 1 et on est rendu à cette étape-là. Donc, vous remarquez, je vais voir s'il y a des questions. Hop, pas de questions, chat. Parfait. Vous remarquez qu'à chaque fois, il explore, il trouve le plus petit élément qu'il y a à droite de I, il trouve le plus petit élément qu'il y a à droite de I, et puis il vient, il le remplace à la place de I. Donc, il vient faire le switch. Encore une dernière fois, I est là, J commence à I plus 1. D'accord? Est-ce que, on revient ici, J commence à I plus 1. Est-ce que l'élément à J est plus petit que l'élément minimum? Rappelez-vous qu'à chaque itération de I, la position minimum, c'est I elle-même. Donc, ça serait 2 ici. Là. Donc, hop, l'élément minimum ici, c'est 2 parce que I est à 2. All right? Donc, est-ce que 22 est plus petit que 25? Oui. Donc, l'élément minimum devient 3. Parfait. Ici, ça devient 3. Après ça, on augmente J de 1. Est-ce que 64 est plus petit que 22? Non. J est rendu à sa limite. On ne fait plus rien. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on a terminé J? Hop. Quand on a terminé l'incrémentation de J, ben, on fait le switch entre I et le minimum, ben, entre 25 et 22, ici, entre I qui est là et le minimum qui est 3, donc l'élément 2 et l'élément 3, on fait le switch, 25 et 22, donc 22, 25. Parfait. I, J est rendu à la fin, I incrémente ici, minimum devient 3, J commence ici. Est-ce que 64 est plus petit que 25? Non. J a terminé et I a terminé. On a terminé le selection sort et puis le tableau est trié. Donc 11, 12, 22, 25, 64. Est-ce que tout le monde comprend un peu la logique là du selection sort? Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à cette logique-là?
Donc, vous voyez ici, 11, 12, 22, 25, 64. Pas de questions? Parfait. Donc là, on va commencer avec le, comment il s'appelle? Insertion sort. Insertion sort. CTRL-C, on va le coller ici. Insertion sort. Parfait. Donc, insertion sort, comment ça fonctionne? C'est qu'il commence du premier élément et puis il va switch pour chaque élément, il va switch l'un avec l'autre s'il est plus petit ou plus grand. On va le voir petit à petit, là, étape par étape ici. Tac, tac, tac. C'est mon switch avec la tablette. Donc, comment ça commence? Ça commence avec un i qui commence à 1 et qui va jusqu'à qui a une limite qui est la longueur du tableau. Attends, hop, voilà. Donc, on a un i qui commence à 1. On va écrire les positions ici. On a 0, 1, 2, 3, 4. Et on a i qui commence à 1. Il ne commence pas à 0 cette fois. Et sa limite, c'est la fin du tableau. Parfait. Et on a quoi ici? On a une valeur de qui qui va prendre la position de i actuelle. OK? Donc, on va écrire ça ici. Qui est égal à array i. Donc, ce sera égal à 25 dans ce cas-là. Parfait. Et j est égal à i-1. Donc, j commence toujours à i-1 ici. Parfait. Donc, tant que j est plus grand est égal à 0 et que, vous voyez ici, j'ai commencé j à i-1, j'ai mis qui à 25, il est toujours à la position 1. Parfait. Tant que j est plus grand que 0 et que l'élément aj est plus grand que qui, on va faire quoi? On va affecter cet élément-là à l'élément suivant et on va reculer j en fait. On va le voir étape par étape, ça va être plus clair. Donc en fait, est-ce que j est plus grand est égal à 0? Oui, j est là. Vous le voyez, il est égal à 0, donc c'est vrai. Est-ce que l'élément aj est plus grand que l'élément qui a dans qui? Est-ce que 64 est plus grand que 25? Oui, parfait. On rentre ici. Array j plus 1 est égal à array j. OK? On va switch. Celui-là, j plus 1, est égal à array j. Donc ici, ça va devenir 64. Parfait. Et j moins moins. Parfait. J était à 0. J moins moins. Parfait. Il est à moins 1 maintenant. D'accord? Après ça, on fait array j. On sort de la boucle parce que maintenant, dans la boucle while, j plus grand est égal à 0. Non, il est égal à moins 1. Donc, on sort de cette boucle-là. Et qu'est-ce qui se passe? Array j plus 1 est égal à qui? On avait déjà sauvegardé 25 dans qui? Donc, j plus 1, donc qui est 0, va être égal à 25. Donc, comme je vous avais dit, il fait le switch à chaque fois entre un élément. S'il est plus grand, il va juste les switch l'un avec l'autre. Il va faire un switch un avec l'autre. That's it, that's all. Qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on a terminé ça? Ben, i incrémente. Parfait. I incrémente. I devient la valeur de i, donc 12. Est-ce qu'il y avait des questions? Non, il n'y a pas de questions. Parfait. Et j toujours est égal à i-1. Donc, i est là. Parfait. On refait la même comparaison ici. Est-ce que j est plus grand que 0? Oui. Est-ce que l'élément dans j est plus grand que qui? Est-ce que 64 est plus grand que 12? Oui. Donc, on rentre dans la boucle while. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire array j plus 1 est égal à array j. OK. Donc, ici, 12 va devenir 64. Qu'est-ce qui va se passer? J moins moins, on recule j de 1. Parfait, j vient ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vérifie encore. Est-ce que j est plus grand est égal à 0? Oui. Est-ce que l'élément de j est plus grand que qui? Est-ce que 25 est plus grand que 12? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? J plus 1 est égal à array j. Parfait. Donc 64 ici va être égal à 25. Parfait. Vous le voyez? Qu'est-ce qu'on fait? J moins moins. J passe ici à moins 1. Est-ce que j est plus grand que 0? Non. On sort de la boucle while. Qu'est-ce qui arrive ici? On fait juste dire array j plus 1 est égal à qui? Donc, on va passer ici array j plus 1 qui est là est égal à 12. Donc, vous voyez, c'est comme si qu'il est en train de les passer un après l'autre et puis il vient remettre l'élément, le plus petit élément au début.
Et puis, ça se répète, encore une fois. Donc, I incrémente. I est égal à 3 ici. La clé, c'est l'élément où I se trouve. Donc, c'est 22. J, c'est un élément I-1. Donc, même chose encore. Est-ce que J est plus grand que 0? Oui. Est-ce que l'élément J, est-ce que 64 est plus grand que 22? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On fait que J plus 1 est égal à 64. Parfait. Donc, celui-là, il devient 64. 22, même si on l'a effacé, ben on l'a déjà sauvegardé ici dans la clé. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter par rapport à ça. Parfait. On recule J. J recule de une étape ici. Est-ce que 25 est plus grand que 22? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Array J plus 1 est égal à array J. Parfait. Donc 25 va devenir là. Vous voyez, c'est comme s'il est en train de les déplacer vers la droite. Parfait. Qu'est-ce qui se passe? Ben, J recule encore une fois. J recule encore une fois ici. Est-ce que 12 est plus grand que 22? Non. Donc, on n'est plus dans la boucle while. On sort. Array J plus 1 est égal à qui? Donc ici, ce n'est pas 12 qui va être remplacé, mais c'est 25 qui va être remplacé par 22. Donc, vous voyez qu'il s'arrête toujours à la position où il faut qu'il insère la clé. Si jamais il y a des éléments plus petits ou plus grands entre, il l'insère toujours au bon moment. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, I incrémente. La clé devient la valeur qu'il y a en I, donc 11. Parfait. J est égal à I-1. Parfait. Et là, on vérifie. Est-ce qu'il est plus grand que 0? Oui. Est-ce que 64 est plus grand que 11? Oui. Donc ça devient 64. Parfait. J diminue. Est-ce que 25 est plus grand que 11? Oui. Donc celui-là devient 25. Parfait. J diminue. Est-ce que 22 est plus grand que 11? Oui. Donc celui-là devient 22. Vous voyez qu'il les tasse à chaque fois. Parfait. J diminue. Est-ce que 12 est plus grand que 11? Oui. Donc celui-là devient 12. Parfait. J diminue. Est-ce que J est plus grand que 0, plus grand est égal à 0? Non. Parfait. Donc J plus 1 est égal à la clé. Donc J plus 1, qui est l'élément 0, est égal à 11. Et là, on a le tableau trié 11, 12, 22, 25, 64. Et quand on l'exécute ici, 11, 12, 22, 25, 64. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à la logique du insertion sort? Parfait. Excellent. Donc, moi, à mon expérience, dans l'examen final, on ne vous demandera pas d'écrire vous-même. Ben, nous, on ne nous a pas demandé d'écrire nous-mêmes notre algorithme de tri, mais on nous présente un algorithme et on nous demande de dire c'est quel type d'algorithme. Est-ce que c'est insertion sort, selection sort, etc. Donc, insertion sort, il faut se rappeler en fait à quoi ça ressemble leur logique. Et vous remarquez qu'il vient insérer la valeur qu'il y a dans I à la position où elle doit être. Il vient explorer tous les éléments, voir s'ils sont plus grands. S'ils sont plus grands, il va les déplacer, il va les tasser vers la droite, et puis il va insérer la valeur, la plus petite valeur qu'il trouve à la position de I. Et vous voyez ici que selection sort, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chercher l'élément minimum et il le ramenait au début. Donc, il faudra juste se rappeler de la logique là, de chaque algorithme. Parfait. Et puis, le dernier algorithme que je voulais voir avec vous. Tac, tac, tac. Donc, bon, on est rendu à 17h24. Si vous voulez, on va prendre une petite pause de 10 minutes. On revient à 34. Et puis, on regardera le dernier algorithme ensemble. Donc, on prend une petite pause. Ok, les amis, on va reprendre. Dernier exercice, dernier petit algorithme de tri. Et puis après ça, je vais rester avec vous pour répondre à vos questions par rapport au tout ce qui est l'examen final, tout ce qui est TP, si vous avez des questions pour des quiz, etc.
Je vais rester pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Et puis, c'est ça. Je vais essayer de vous aider du mieux que je peux. Donc, le dernier algorithme je voulais qu'on regarde ensemble, c'était le bubble sort. Et puis, le bubble sort, c'est l'algorithme que je pense qu'on utilise tous de base. Là, je pense que c'est l'algorithme qu'on a tous appris en premier. C'est l'algorithme qui commence et qui explore élément par élément et qui fait juste switch si l'élément actuel est plus grand que l'élément d'après, switch et qui recommence à chaque fois. Donc ça, c'est un des algorithmes. Quand vous voyez vraiment deux boucles ici et qu'il y a une comparaison entre les éléments qui se suivent directement à chaque fois que ça recommence, ça, c'est un bubble sort. C'est un des algorithmes de base. Donc, ici, j'ai perdu mon copie du tableau. Je vais devoir le copier ici. Une petite seconde. Copie. Hop, je suis ici sur ma tablette. Paste. Hop. On va juste arranger le tableau rapidement. Parfait. Le chat pour être sûr. Excellent. Puis ça, il fallait le remettre en désordre. Donc, c'était 64, 25, 12, 22, 11. Parfait. Donc, on a ici nos deux boucles. On a deux boucles for, un i qui commence à 0 et que sa limite, c'est la longueur moins 1. Parfait, on va regarder ça. Donc, i qui commence à 0. Je ne vais pas réécrire les indices là parce que je pense que c'est un peu implicite pour tout le monde. Donc, il commence à 0, le i. Et puis, sa limite, c'est la longueur moins 1. Et puis, on a... Hop, hop. C'est juste mon Alt-Tab qui bug. Comme ça. Comme ça. Bon, je vais fermer ça. OK. Parfait. Et sa limite, c'est la longueur du tableau moins 1. Et on a un J qui commence à 0. Sa limite, c'est le tableau moins la position de I moins 1. Parfait. Donc, I, c'est à 0. Donc, c'est la longueur du tableau moins I qui est 0. Donc, c'est toujours la longueur du tableau moins 1. Donc, le J aussi, lui, il termine au même endroit. Par contre, après, le J va rapetisser, le range pour J va rapetisser à chaque fois parce qu'on aura besoin d'explorer moins d'éléments. OK? Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On explore entre J et J plus 1. On vérifie est-ce que J est plus grand que J plus 1. Est-ce que 64 est plus grand que 25? On va juste mettre ici un petit espace pour les variables. Oui, c'est plus grand que 25. Qu'est-ce qu'on fait alors? Donc, on switch entre les deux. On fait juste les switches avec un élément et l'autre. Donc, 25, 64. Parfait, excellent. Qu'est-ce qui se passe? J incrémente. On incrémente J. Parfait. Est-ce que 64 est plus grand que... On refait encore toujours la même vérification. Est-ce que 64 est plus grand que 12? Oui, on change. 12, 64. Parfait, J incrémente. Est-ce que 64 est plus grand que 22? Oui, on change. Parfait, hop. 22, 64. On incrémente J. Est-ce que 64 est plus grand que 11? Oui, on change. Tac. Non. Ça, c'est la fatigue, là. 64 et 11. Donc, vous voyez, en fait, bubble sort, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la variable la plus grande qu'il trouve et il compare avec celle d'après. Est-ce que c'est plus grand? Oui, switch. Est-ce que c'est plus grand que l'autre? Switch. Est-ce que c'est plus grand que l'autre? Switch. Etc., etc., jusqu'à la ramener à la fin. Après ça, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant qu'on a ramené quelque chose à la fin, on n'a plus besoin vraiment d'aller vérifier jusqu'à cet élément-là. Le range de J va diminuer. En fait, avant, on sait que I augmente, donc I va être ici, à 1. Parfait. J commence lui à 0 toujours. Parfait. Mais J, sa limite maintenant, c'est la longueur du tableau moins I moins 1. Donc, la longueur du tableau, moins 1, moins 1, moins 2. Donc, la limite est ici. On n'a plus besoin d'aller voir jusqu'à le dernier élément puisqu'on vient de le traiter. Parfait. Parce que si ici, à la dernière position, on avait quelque chose qui était plus grand à 64,
ça aurait été le plus grand élément. On n'aurait pas besoin d'aller le revoir une autre fois. 64 aurait fini ici à la place du 11. Donc, on n'aurait pas besoin de revoir cette place-là. C'est l'élément le plus grand. Parce que ici, il vérifie est-ce que c'est plus grand. Quand c'est plus grand, c'est là que tu fais le switch. Si on avait ici quelque chose de plus grand, ben, ça aurait été faux. On n'aurait pas fait le switch. Et 64 aurait fini ici à la place du 11. Donc, et le 11 aurait fini ici à la place du 22, etc. Donc, on n'aurait pas besoin d'aller plus loin. Donc, on refait la même chose. Est-ce que J est plus grand que J plus 1? Est-ce que 25 est plus grand que 12? Oui. Switch entre les deux. Parfait. 12, 25 et incrément J. Est-ce que J est plus grand que J plus 1? Oui. Switch entre les deux. Parfait. 22, 25, incrément de J. Est-ce que J est plus grand que J plus 1? Oui. Switch entre les deux. 11, 25. Parfait. J est rendu à sa limite. On a terminé. On augmente I d'une position. J recommence à 0. Et maintenant, sa limite, c'est la longueur moins I, donc moins 2. Donc 1, 2, moins 1. Donc, la limite, c'est ici. J, est-ce que 12 est plus grand que 22? Non. On augmente J. Est-ce que 22 est plus grand que 11? Oui. On switch. 11, 22. Parfait. J est rendu à sa limite. I incrémente. On est rendu ici. Parfait. J recommence à 0. Sa limite maintenant, c'est la longueur moins I, donc la longueur moins 3. 1, 2, 3, moins 1. Donc c'est ici sa limite. Ça veut dire J aura seulement une seule itération. Est-ce que 12 est plus grand que 11? Oui. Donc on switch. 11, 12. On a atteint la fin de J. On a atteint la fin de I. On a le tableau qui est trié. Et voilà. On a un tableau trié. Donc, vous voyez ici que pour ces algorithmes-là, c'est des algorithmes qui sont intéressants sur des plus petites, sur des tableaux courts. Il n'y a pas énormément de valeurs. Vous imaginez que si on avait 100 000 valeurs avec un bubble sort, ça va être extrêmement lent de parcourir 100 000 valeurs. Et à chaque fois, on va explorer 100 000 fois l'élément. On va explorer toutes les valeurs qu'il y a pour le i et que pour chaque fois qu'on explore un i, on va explorer 100 000 éléments. Donc, ça va être extrêmement long. Que ce soit pour Selection Sort aussi, lui aussi, il explore à peu près la même chose, même si qu'il ne recommence pas à 0, il commence à i plus 1, mais à chaque fois, pour chaque i, il doit aller explorer tout le reste du tableau. Si on avait 100 000 éléments, ben, ça ferait beaucoup de parcours là, du tableau, beaucoup d'éléments à parcourir, et on va les parcourir 100 000 fois 100 000 fois. Donc, c'est ça que je pense qu'on appelle les ON, les temps là que ça prend au pire des cas pour trier un tableau. Donc, ON au carré, parce que pour chaque élément, puisqu'il y en a 100 000, on va devoir parcourir tout le tableau, donc 100 000 fois 100 000, qui est comme dire N au carré. Alors que c'est extrêmement lent. Ici, je pense que insertion sort aussi, c'est ON au carré. Donc ça, c'est des algorithmes un peu moins performants, qui sont très, très bien pour des petits tableaux non triés. Si le tableau est à peu près trié, c'est encore mieux. Mais pour des gros tableaux, ils ne sont pas trop performants. J'imagine qu'en théorie, vous avez parlé des merge sort, des quick sorts, etc., qui sont des algorithmes qui sont plus efficaces quand il y a plus de données. Et je vous conseille vraiment de les explorer là de votre côté petit à petit. Moi, ce que je sais de mon expérience sur les examens finaux, c'est que on vous donne un algorithme et puis on vous demande de décrire c'est quoi l'algorithme, ou on vous donne un tableau non trié et on vous demande de choisir quel serait l'algorithme le plus intéressant. Donc, il faudrait voir, est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments, est-ce qu'il est à peu près trié ou pas trop, ou vraiment bien mélangé. Donc, et puis, vous devez sélectionner le bon algorithme par rapport à ça. Ou on va vous donner un algorithme directement et vous dire, ben, c'est quoi cet algorithme-là que vous voyez devant vous, puis il faudra décrire c'est quoi cet algorithme-là.
Donc, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce qu'on a vu à date? Est-ce qu'il y avait des suggestions, des choses, d'autres choses que vous vouliez ou espériez voir aujourd'hui? Sinon, là, moi, je vais passer à une étape de révision, entre guillemets, où je suis là pour répondre à vos questions pour tout ce qui est examen final, quiz, TP. Si vous avez des questions par rapport au TP, je suis là pour ça aussi. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Moi, j'aurais une question. Oui? Par exemple, dans l'exercice qu'on a fait aujourd'hui pour la classe concurrence, en fait, je me demandais comment tu faisais pour savoir c'était quoi le type d'exception. Ah ben, le type d'exception, c'est que, en fait, ici sur IntelliJ, là, si je mets comme dans mon T1.join, tu parles de ça, Oui, ben, tu peux juste mettre ta souris par-dessus. Et là, ça te dit c'est quel type d'exception. Ça me dit c'est un interrupted exception. ok, mais à l'examen, quand va falloir utiliser try, comment je fais pour savoir si c'est Ben, un IO les exception? threads, join the thread, ça lance toujours une interrupted exception, so rappelle-toi-en. Ok, Les fichiers, c'est des in and out exception, tu ok. vois. Sinon, si tu veux vraiment être le plus sûr possible, tu pourrais juste faire catch exception tout court. Tu vois, et ça va attraper n'importe quel type d'exception ici. Tu pourrais faire catch exception E, faire juste E point stack trace. Ça va accepter n'importe quelle exception. Tu vois? Donc, tu pourrais faire quelque chose comme ça marche très bien. Si tu veux être précise, ben, il y a les in and out exception, il y a pour les fichiers, pour les threads, il y a le interrupt. C'est quoi les autres exceptions qu'on avait vues? Si tu es en train d'explorer un tableau, ben, tu sais que ça peut donner un indice out of bounds, tu vois, qui dépasse les limites du tableau. Euh, Si tu es en train de faire des opérations mathématiques où tu divises par des nombres, ben, ça se peut que tu aies une arithmetic exception, parce que ça se peut qu'à un moment donné, tu divises par zéro, tu vois. Donc, c'est selon le contexte de ce que tu es en train de programmer. Ok. Mais il faudrait que tu te rappelles de chaque type d'opération, c'est quel genre d'exception qui ça sort. Et si jamais tu es bloqué, tu ne sais pas vraiment c'est quelle exception, tu pourrais juste dire catch exception. Ok, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Hop, j'ai vu quelque chose dans le chat. Quiz 4, question 4. Selon la réponse, le code numéro 1 fonctionne, mais je ne comprends pas comment, car il ajoute les nombres impairs. Ok, on va regarder ça. Tac, quiz 4. Quiz 4. Où est-ce qu'il est? Pop, pop, pop. Terminé le 5 décembre. Ok, ça a déjà été terminé. Ok. Est-ce que je pourrais le voir en disponible? Oh, je ne pourrais pas le voir parce que ça va afficher vos tentatives. Euh, à part si je décide de couper la caméra pendant un petit moment. Est-ce qu'il y aurait une autre manière pour moi de le voir que ce 4? À part si tu peux m'écrire la question, sinon je vais couper la caméra pendant quelques secondes. Ah, vous ne voyez plus ma caméra, parfait. Je vais regarder ça. Ça va être long. Je ne peux pas la voir. Ok, question 4. Hop, ici, quiz 4, question 4, selon la réponse. Code numéro 1. Ajouter une méthode dans une liste de nombres.
Est-ce que c'est la question qui demande dans une liste de nombres entiers déclarés comme avant, on peut ajouter une méthode paire pour faire le filtrage des valeurs paires? Est-ce que tu peux me confirmer? Oui, ok, parfait. Donc, on va regarder ça ensemble. Dans une liste de nombres entiers déclarés comme avant, on peut ajouter une méthode paire pour faire le filtrage des valeurs paires. Seulement, les nœuds contenant un nombre pair sont gardés dans une nouvelle liste. Ok? Parmi les implémentations suivantes, lesquelles sont correctes et efficaces? Ok? Toi, tu as dit que c'était le code numéro 1 fonctionne, mais je ne comprends pas comment, car il ajoute les nombres impairs. Ok. La réponse correcte est toutes les implémentations sont correctes, mais 2 et 3 sont plus efficaces que 1. OK. Donc, déjà, elles sont toutes correctes, mais on va voir pourquoi toi tu penses qu'elles ne sont pas correctes. List, new list, nœud, premier. Tant que le nœud n'est pas nul, si la valeur du nœud modulo 2 n'est pas est égale à 0, ajouter à la fin sa valeur. Un prochain. Hmm. C'est vrai, il rajoute les nombres impairs. Ouais, tu as raison. Ça, parce qu'il vérifie si n.valeur n'est pas, modulo 2 n'est pas est égal à 0. Donc, il rajoute dans la liste les nombres impairs. Ouais. Ben, écoute, en fait, envoie un email au professeur, explique-lui la situation et il va pouvoir regarder ça avec toi, sans problème. Euh, Parce que on n'est pas en train de se tromper là. On va juste vérifier là pour pas avoir l'air un peu stupide. Tac, tac, tac. Tant que n n'est pas est égal à nul, donc explore tous les nœuds, parfait. N est égal à n point prochain, donc c'est ça qu'il fait. Et pour la liste, ouais, c'est ça, n'est pas est égal à 0. L point ajouté à la fin. Ouais, ouais, tu as raison. Donc, on va animer le prof, il va pouvoir corriger ça avec toi. Tac, 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 tac. Hop, ça. Oh, oh. Failli commettre une bêtise ici. Parfait. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport au TP? Est-ce que le TP était clair pour tout le monde? Où est-ce qu'il est zoom? Ici, le chat. Est-ce que c'était correct le TP pour tout le monde? Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à la structure, par rapport aux listes chaînées, comment les index inversés, etc. On peut regarder ça ensemble. Par rapport à l'input, l'output. Bon, il n'y a pas de questions, mais je vais vous faire mes petits commentaires. Donc, comment moi je le vois le TP là, c'est que il y a une première liste chaînée qui contient les documents. Donc, vous avez vu là que le professeur vous a fourni plusieurs documents. Donc, il faudra créer une classe ou une classe qui contient une structure en donnant les documents là en input, elle va les transformer en liste chaînée. Alors, on crée une liste chaînée de documents. D'accord? D1, etc. Ben, je suis en train de refaire D1, D2, D3, D4. OK? Donc ça, c'est tous les documents qui vont être lus, ben, on va les implémenter dans une liste chaînée. Donc ça sera peut-être une classe qui doit avoir une méthode pour lire chaque document. OK? Et la classe, ça va être la liste des documents. Donc on a déjà vu dans les deux derniers TP, les deux derniers démos, on a vu des implémentations de listes chaînées ensemble. Donc, vous pouvez l'implémenter sans problème, je pense. Euh, et puis, donc, ça serait quoi? Ça serait par exemple le nœud.
Pour un dossier complet, ben, il y a des méthodes. Il y a des méthodes déjà prédéfinies là, sur Swing qui permet de lire un directory au complet, de lire tous les documents d'un directory, ou tu pourrais donner juste le répertoire et faire une boucle qui va explorer tous les documents qui sont dans le répertoire. Parce que si tu remarques bien ici, là, les documents, j'ai l'impression que c'est des nombres, tu vois. So, tu peux faire une boucle qui commence de 1 jusqu'à 10, jusqu'à, je sais pas, 34, jusqu'à 40, mais aussi une boucle qui va explorer qui va rajouter un C avant, etc. Ou il y a manière de le faire, là, de faire en sorte de trier chaque nombre ou chaque caractère suivi d'un nombre et avec une boucle les lire. Ou tu peux vraiment chercher sur Google parce que moi, j'ai pas encore eu le temps de vérifier, de me pratiquer dessus, mais on va dire Open all files in directory Java. Tu vois? Hop, Stack Overflow, notre meilleur ami. Tu vois ici, for file entry in folder.list list files. Tu vois, on a déjà quelque chose ici, une méthode folder.list files qui donne tous les fichiers qu'il y a dans un répertoire. Et puis ici, tu fais juste dans ta boucle for, explorer tous les fichiers qu'il y a. Puis là, tu vérifies si c'est si c'est un directory. Tu appelles de manière récursive ici la méthode list files. Et sinon, si ce n'est pas un répertoire, ben ici, tu peux imprimer le nom ou avoir le nom et à partir de là, ben, tu peux faire, dès que tu as le nom du fichier, tu peux faire des modifications dessus, tu vois. Ici, tu peux le faire avec un stream. Ici, on a files.walk. On peut le regarder ici sur IntelliJ, ça fait quoi? Tac, tac, tac. Est-ce que je suis dans un main? Ouais, ici. Si on fait tac, 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 on pourrait faire files.walk. Files.walk, ça fait quoi? Tac. Pourquoi? Ah, quel est le problème? Files.walk. Pourquoi? Files. Non? Mhm. Ok, on va faire try, stream, path. On va porter stream aussi. On va l'appeler path est égal à files.walk. Tu vois, il nous met la méthode walk ici. OK, on va voir la description de la méthode walk. Hop. OK, ici, ça fait quoi? Return a stream that is lazily populated with path by walking the file tree rooted, the given starting file. The file tree is traversed the depth first, within the stream, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, en fait, ça retourne un stream de tous les fichiers qu'il y a dans ce path-là. Donc, si tu lui donnes un directory et qu'à l'intérieur, il y a d'autres répertoires, il va aller explorer tous les répertoires et sortir les fichiers. Tu vois? Puis ici, tu lui donnes ici, en fait, en paramètre le début. Paths.get. C'est quoi? Hop, paths.get. Et là, ici, tu lui donnes quoi? Tu lui donnes home, par exemple. Donc, il va aller explorer tous les fichiers qu'il y a à l'intérieur. Et puis, pour chaque fichier, il va vérifier si c'est un fichier régulier, is regular file. Si c'est un fichier régulier, ben, il va imprimer le path du fichier. Donc, tu peux explorer tous les fichiers d'un répertoire comme ça. Ou si tu ne veux pas jouer avec des streams, tu peux le faire avec une boucle comme ça. Tu vois? Et il vérifie chaque fichier qu'il y a dans list. Avec list all files, ça donne tous les fichiers qu'il y a. Et tu peux vérifier si c'est un répertoire eux-mêmes. Tu rappelles la fonction directement. Sinon, tu peux directement avoir le path du fichier. Donc, c'est très correct là, de chercher sur Google les petits détails de comment faire, mais c'est très possible. Parfait. Ici, chaque document, vous allez créer une structure qui contient ben, le nœud
hop, où est-ce que je suis? Je voulais vous montrer la tablette. Le nœud ici, vous pouvez même utiliser des trucs génériques. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de vraiment beau, là, vous pouvez aller chercher quelque chose de générique ici et que le T pourrait être soit un document, parce que ça, on va créer des classes documents, ou un classe mot, etc. Donc, on n'aura pas besoin de créer une nouvelle classe pour chaque nœud différent. Donc, un nœud que ce soit qui contient des documents, un nœud qui contient des mots, ou un nœud qui contient, où est-ce qu'il est ici, ou un nœud qui contient un couple D1 fréquence ou mot 1 fréquence, etc. On peut directement avoir ici un nœud T, qui est un nœud quelconque, qui va prendre un type quelconque, et quand on va le créer, comme avec ArrayList, vous vous rappelez, on faisait ArrayList de int, de integer. Oui, on faisait la même chose, mais aussi on faisait de string. Donc, on ne recrée pas une nouvelle classe ArrayList à chaque fois. C'est la même classe, mais qui peut contenir plusieurs types. On peut faire la même chose pour le nœud. Donc là, on pourrait juste avoir, par exemple, une classe qu'on va dire liste de documents, liste de documents, par exemple, documents, qui, elle, va contenir des nœuds, qui serait la tête. On va faire le premier ou la head, qui serait de type node de document, qui serait le head. Vous voyez? Avec, on pourrait faire le head, on pourrait faire le tail. Puis le node de document, ben, le node de document, ça contient quoi? Ça contient node de document. Hop. En fait, on n'a même pas besoin de faire que Node soit générique. On pourrait juste faire que la valeur, ben, valeur c'est quoi? Ben, ça serait peut-être le path. On aurait aussi une liste qui contient les mots, etc. Donc, je vous donne des petites idées qui pourraient vous guider. Donc, on pourrait faire quelque chose de générique. Faites des recherches sur ça. Je sais que peut-être ça n'a pas fait partie de la matière du cours, mais ça peut sauver beaucoup, beaucoup d'écriture de classe, etc. Donc, en fait, ce que je voulais voir, c'est que est-ce que tout le monde comprend que là, on a une liste chaînée ici de documents et que chaque nœud contient une liste chaînée de mots. Vous voyez? Chaque nœud contient une liste chaînée de mots. Et ben, en fait, ce n'est pas des mots, c'est des couples. C'est des couples mots-fréquences. Et ça, vous pouvez utiliser peut-être un hashmap. Un hashmap, ça permet d'avoir un truc clé-valeur. Parfait, ça fonctionne aussi. Il y aura plusieurs clés et valeurs. C'est une liste de clés et de valeurs. Ou sinon, si vous voulez faire une liste chaînée, ben, chaque truc sera un couple qui contient le mot, qui contient sa fréquence. Parfait. Et ça, c'est ce que contient chaque nœud du document. Donc, vous voyez ici, chaque document, donc en fait, si on le regarde ici dans ce qu'on a fait plus tôt ici, là, chaque document contient un couple mot avec fréquence, un couple mot avec fréquence, etc., etc. Et puis, pour la même chose, pour chaque mot, il a une autre truc qui contient couple document où le mot se retrouve avec la fréquence. C'est interconnecté ici, mais en code, ça ne va pas vraiment être interconnecté. Ah, tu avais une question dans les consignes du TP, page 5, certaines méthodes sont décrites, indexées par exemple, devons-nous avoir la même exactement? Notre méthode indexée a comme paramètre un tableau de phases, alors que dans le document, c'est un string. Il faut que je regarde ça dans la page 5. Ici, tac, 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 indexé, string. Méthode indexée a comme paramètre. Moi, je vois ici que le paramètre, c'est un string.
Cette méthode permet de mettre à jour la première structure d'index et en ajoutant les documents lus d'une source, on peut être tac, tac, tac. Ici, tu donnes le path du document. Tu vois, où est-ce que tu as vu un tableau de path, un tableau de files? Je vois pas, moi, file, tac, files. Je vois pas de tableau de file quelque part. C'est ça qu'on a utilisé. Ah, ça, c'est quand vous avez déjà commencé le TP. En fait, pour ces méthodes-là qui sont en gras, il faut absolument les implémenter comme demandé. Donc, il faut que ça prenne la source. Mais c'est très facile après, à partir de la source, de pouvoir sortir le file. Tu peux créer un objet file à l'intérieur de la méthode, puis manipuler par après. Donc, si elles sont en gras, puis qu'elles retournent un void, puis qu'elles prennent un string, il faut qu'elles soient comme ça. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à l'examen, par rapport à quelque chose d'autre? Alors, je ne sais pas si on peut regarder. Il faudrait que je demande au professeur si on a la possibilité de regarder les anciens examens ensemble. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Je vais essayer de vous répondre. Donc, moi aussi, je suis en période d'examen. Donc, ça se peut que ça prenne un tout petit peu de temps là pour que je vous réponde. Je vais essayer de vous répondre du mieux que je peux. Donc, je pense qu'on a tout vu ensemble. S'il n'y a pas d'autres questions sur le TP ou sur l'examen, je vais arrêter la démo ici. Et puis, je vous remercie tous d'être venus pour cette dernière démonstration. J'aurais aimé ça que ce soit en personne, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Merci à tous pour cette session. Tout le monde était magnifique là. J'ai bien aimé ça. Et puis, j'espère qu'on se reverra tous très bientôt. Allez, bonne soirée à tout le monde.